Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. J'aimerais démarrer par une série de questions. Pardon. Pourquoi on est ici au salon du transport et de la logistique? Le transport routier de marchandises, qui représente certainement 90% des échanges, est l'une des industries les moins rentables de France. Même la seconde industrie la moins rentable en France. La seule chose qui crée moins de valeur que le transporteur, c'est de faire le ménage. Et pourtant, un seau, un balai, un aspirateur, ce n'est pas le même investissement que des infrastructures, un équipement industriel lourd. Donc pourquoi on travaille dans une industrie si peu rentable? Pourquoi les entreprises de ce secteur si essentiel à notre économie, la véritable courroie de distribution de toute notre économie, celle qui a perdu de nous confiner lors de la dernière crise sanitaire, plafonne entre 0 et 4% de performance selon les années? Pourquoi cette performance? Elle est essentiellement liée à des activités d'affrètement ou de logistique, ou encore à la capacité du transporteur à renouveler un matériel comptablement établi. Pourquoi 25 à 30% des entreprises de transport routier ne sont pas rentables? Et ce, depuis des années. Eh bien, ces questions-là, personnellement, ça fait quelques années que je me les pose. Pardon. Je m'appelle Victor Gonzalez, je suis le président et le fondateur de Bari. Bari, en deux mots, ça permet de transformer le site internet des transporteurs en une plateforme e-commerce, blablabla. Ça permet de faire plein de choses. Mais je ne vous propose pas de parler de Bari aujourd'hui. Si j'ai la chance d'animer cette conférence, c'est parce que l'année dernière, il y a un an tout pile, lors de la dernière édition du SITL, on a remporté le trophée de l'innovation, ce qui a amené la profession et son véhicule d'investissement H2P à investir en nous. Mais l'idée, c'était du coup de profiter de cette plateforme pour faire un point d'arrêt sur l'économie de ce secteur d'activité aujourd'hui, en 2023, après la crise sanitaire, après le rebond de 2021 et de 2022, et d'essayer de comprendre un peu concrètement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette économie. Et pour ça, j'ai demandé à des experts de venir essayer de nous aider à décrypter un petit peu le pouls, de prendre le pouls du secteur du transport routier de marchandises, d'en décrypter voilà, cette économie, et nous dire un petit peu à quoi on peut s'attendre cette année 2023. Et ensemble, on essaiera derrière d'identifier quelles opportunités il subsiste dans ce contexte. Luc, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Luc Chambonnière, je suis associé au sein de BP2R. Donc BP2R, c'est un cabinet en supply chain qui est spécialisé dans l'optimisation de la performance transport. Donc on intervient en fait majoritairement pour des chargeurs qui sont industriels, distributeurs, mais aussi pour des transporteurs et des coopératives agricoles en fait sur plusieurs axes: l'optimisation des coûts de transport, des leviers de décarbonation, la partie digitalisation, la stratégie, ce genre de choses. Merci Luc. Bonjour à tous, donc je suis Thomas Roard, je suis le directeur des ventes donc sur les sociétés B2P, S2P qui appartiennent à la holding H2P qui est en grande partie actionnaire de tous les produits, qui représente grandement la profession, puisque H2P est une holding financière qui est appartenue par des transporteurs, des centaines et voire des milliers de transporteurs en France, qui à l'origine ont souhaité prendre leur indépendance sur le marché de la bourse de fret, qui est B2P Web, qui est le premier produit qui a été créé maintenant il y a de cela, qui a été racheté il y a 13 ans par cette holding H2P. Et dans la philosophie, c'était de se dire si effectivement B2P devient un produit incontournable du marché et qui est une société qui gagne de l'argent comme toute société doit gagner de l'argent, une partie des bénéfices de cette entreprise sera là pour créer d'autres produits à la demande des professionnels du transport. Ce qui a été une réussite à ce jour, puisque
derrière la création de S2P a été réalisée. Et des produits, donc Jet-Trans, Jet-Movie, Protocol, PFM, S3P, tous ces produits ont été mis en place grâce à cette holding. Merci Luc, merci Thomas. Donc deux expertises différentes, complémentaires, des acteurs qui sont au cœur de l'économie du transport routier de marchandises. BP2R, un cabinet de consulting qui accompagne chargeurs et transporteurs. Et puis B2P, acteur incontournable depuis plus de 15 ans de l'économie et de la digitalisation du transport routier de marchandises. Luc, tu vas démarrer cette présentation. Depuis quelques mois, on sent... moi, je suis tous les jours sur la route à la rencontre des transporteurs. Thomas l'est aussi avec son équipe de commerciaux. Et concrètement, on sent une vraie tension, une vraie inquiétude quant à ce cru 2023. Moi, je viens de Bordeaux, donc on parle des années en cru. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à ces experts de nous décrypter un petit peu ce qui se passe, comprendre concrètement, depuis quelques mois, où on est et surtout où est-ce qu'on va. Alors, ce qu'on va commencer effectivement par faire, c'est un petit peu un état des lieux sur quelques points un peu significatifs, voilà, de là où on en est, de comment se situe un petit peu le marché du transport actuel. Victor, si tu peux avancer un petit peu. Donc on pourrait commencer effectivement par faire un petit peu un état de l'équilibre capacitaire, qui est effectivement voilà, quelque chose de très significatif et de très marquant au niveau du secteur du transport, avec quelque part ce qu'on observe déjà depuis assez longtemps, qui est une raréfaction finalement de l'offre de transport, et parallèlement à ça, une hausse assez significative aussi des coûts de production, et donc après, de façon induite, des tarifs de marché. Donc tout d'abord, par rapport à la raréfaction, on a identifié voilà, trois sujets un peu forts qui participent finalement à ça. Le premier, ça concerne la pénurie de chauffeurs. Donc c'est quelque chose qui effectivement n'est pas nouveau. Hein. C'est un phénomène qui est vraiment identifié depuis 5 ans, 10 ans et qui devient plus ou moins important en fonction de la demande de transport qu'il va y avoir. Mais c'est vrai que de façon générale, on observe vraiment une certaine forme de désaffection finalement des gens pour ce métier-là. Et c'est quelque chose qui concerne vraiment la totalité du territoire européen. On parle voilà, en France de dizaines de milliers de postes de chauffeurs à pourvoir. C'est des centaines à l'échelle de l'Europe. C'est pour la Pologne un des très gros pourvoyeurs en termes de pavillon européen. C'est plus de 100 000 chauffeurs qui manquent. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs raisons effectivement qui amènent ça. C'est vraiment voilà, ce côté déficit d'attractivité de la profession, des conditions de travail qui ne sont pas forcément simples, des salaires qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Et néanmoins, il y a toujours un besoin extrêmement fort en termes de recrutement de chauffeurs. C'est vrai que, voilà, comme on va le voir après, les volumes à transporter sont sur une tendance un petit peu baissière ces derniers temps, mais néanmoins les entreprises de transport ont toujours énormément continué à recruter l'année dernière. Et la raison, elle est aussi très liée finalement au vieillissement de cette population de chauffeurs. Pour voir un chiffre, il y a voilà, à peu près 40% des chauffeurs qui ont plus de 50 ans. Donc mécaniquement, voilà, il faut continuer à recruter des chauffeurs. Et les sociétés de transport, que ce soit finalement voilà, pour faire de la longue distance ou pour plus de la distribution régionale, ont des difficultés très fortes en fait à pourvoir les postes. Le deuxième aspect, ça concerne le paquet de mobilité. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces dispositions européennes donc, qui ont commencé à être mises en place il y a quelques années et dont il y a eu un certain nombre de volets très impactants en février l'année dernière qui visent effectivement de façon générale à donner plus d'égalité entre les différents pavillons, à réduire finalement la concurrence déloyale. Et on a un certain nombre voilà, de dispositions. Deux principalement, une qui concerne voilà, la rémunération pour une bonne partie des flux, de rémunérer les chauffeurs quel que soit leur pavillon sur des conditions qui sont similaires, donc qui a eu pour effet de réduire finalement un petit peu l'attractivité d'un certain nombre de pavillons un peu low cost, pays d'Europe de l'Est ou péninsule ibérique, et d'autres dispositions aussi sur le retour des véhicules tous les 2 mois. Donc ce qu'on a vraiment observé à partir de l'année dernière, c'est finalement un recentrage en fait de gros pavillons pourvoyeurs de transport européen, pense notamment aux pavillons d'Europe de l'Est, qui sont recentrés sur le marché domestique, recentrés sur l'international, sur la plus courte distance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu sur l'Europe de l'Ouest moins de capacité qui était mise à disposition de la part de ces pavillons, et pour faire du cabotage ou pour faire du transport voilà, international, on va dire courte distance.
on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que le Brexit a aussi eu un effet un peu similaire qui a participé aussi au désintérêt finalement d'une partie des pavillons d'Europe de l'Est pour ces marchés-là. Et puis l'autre point concerne non pas cette fois la partie humaine, mais plutôt la partie matérielle, où depuis le Covid, on observe vraiment voilà, des difficultés à obtenir des véhicules neufs, avec un allongement des délais, beaucoup de choses qui sont liées effectivement voilà, aux pénuries de composants, ce genre de choses. Après, parallèlement à ça, il y a un vrai sujet aussi sur le fait qu'aujourd'hui, le transport coûte plus cher. Donc il y a effectivement un premier point dont tout le monde est au courant, vous le constatez dans votre vie de tous les jours, c'est le coût de l'énergie, le gasoil principalement, où voilà, on a eu une hausse absolument énorme des coûts des énergies l'année dernière. C'est plus de 46% pour le gasoil, c'est plus de 100% pour le GNV. Donc ça, c'est des choses effectivement voilà, qui ont été très marquantes en fait, de l'année 2022, qui ont participé beaucoup à accroître pour les chargeurs le montant de leurs dépenses transport, et pour lequel on a finalement vu que les chargeurs avaient relativement bien accompagné les transporteurs dans la prise en charge de ces différentes augmentations de coûts, principalement liées effectivement voilà, aux encadrements légaux par rapport à ça. Après, ce qu'on a pu voir aussi ces 12 derniers mois, c'est des hausses très significatives finalement dans les coûts de production humains. On parle évidemment des chauffeurs, des hausses voilà, pour la partie France d'une douzaine de %, mais ça touche finalement l'ensemble un petit peu voilà, des effectifs qui sont employés dans ce secteur-là. Toujours par rapport à cette partie renchérissement, augmentation des coûts, sur un corollaire finalement de ce déficit capacitaire qui, encore une fois, a eu pour effet une augmentation finalement des coûts de production. Tout comme à la fin, les réglementations environnementales. Alors là, on parle effectivement voilà, beaucoup des hausses de coûts de l'énergie, mais tout ça, effectivement, participe à un marché qui est aujourd'hui relativement mouvant et qui a énormément bougé ces derniers mois. Donc pour continuer, on va faire un petit peu un focus sur la partie volumétrique. Donc nous, chaque année, on organise depuis une dizaine d'années pour les transporteurs, un petit peu moins longtemps pour les chargeurs, des sondages auprès de ces deux communautés chaque année. On pose un peu les mêmes questions et l'idée, c'est d'identifier voilà, les tendances de marché. Donc on a une question qu'on pose tant à la fois aux chargeurs qu'aux transporteurs, qui est chaque année de voir un petit peu comment ont évolué sur les 12 derniers mois, comment ils pensent que les choses vont évoluer pour les prochains mois, les volumes qui sont à transporter. Donc les 3 dernières années qui nous concernent, donc 2021, 2022 et puis cette partie prévisionnelle pour l'année en cours, sont assez significativement différentes. 2021 était une année exceptionnelle, effectivement, avec une année post-crise sanitaire, donc forcément avec une augmentation extraordinaire des volumes à transporter, une année un petit peu hors norme. Là où l'année 2022 était un petit peu plus en retrait. Bon, globalement, ça a quand même été une bonne année d'un point de vue transport de marchandises en termes de volumétrie, mais avec voilà, vraiment différentes périodes au sein de cette année. Un premier trimestre qui était vraiment très dans la lignée de 2021, très, très dynamique, et puis à partir voilà, du moment où la crise russo-ukrainienne a commencé à arriver, on a vu de façon très nette un ralentissement de l'activité jusqu'à l'été, et qui s'est finalement un petit peu contre toute attente prolongé à partir de la rentrée, pour laisser apparaître finalement des perspectives qui étaient assez moroses, assez pessimistes finalement pour le début de l'année 2023. Et donc nous, on a réalisé ce sondage vis-à-vis des transporteurs entre la fin septembre et début octobre 2022, celui vis-à-vis des chargeurs en début d'année, et on voit vraiment très clairement une dégradation finalement voilà, de la vision un pessimiste qui devient de plus en plus présent dans les prévisions volumétriques. Ouais, quand on a échangé pour préparer cette conférence, tu disais si on devait refaire cette étude à date, puisqu'elle était faite entre la fin du 3e trimestre et la fin du 4e trimestre 2022, les tendances seraient un peu plus négatives. Oui, très clairement. Et c'est bien ce qu'on a vu, je dirais, sur les premiers mois de cette année, où voilà, les volumes qui ont été transportés étaient quand même un peu plus bas que ce qu'on avait les autres années. Les mois de janvier, mois de février sont des mois qui sont généralement assez faibles d'un point de vue activité, mais cette année, elle était particulièrement. Et il n'y a pas vraiment de rebond qui semble arriver, même là, aujourd'hui, à la fin du premier trimestre. Et l'impact, du coup, 2023 ?
Effectivement, sur 2023, on sent que la situation va être assez tendue en fait. C'est-à-dire que les transporteurs ont quand même globalement fait une bonne année 2022, y compris d'un point de vue rentabilité. On voit bien, on pourra en reparler un petit peu aussi par rapport voilà, aux différentes hausses tarifaires. Elles ont été finalement ils ont été très accompagnés finalement par les chargeurs sur la fin d'année dernière, et ça a été effectivement un peu moins le cas au fur et à mesure que le marché en fait c'est un petit peu inversé, où finalement les volumes à transporter ont baissé, et où finalement on a eu une modification de l'équilibre capacitaire qui avait été constatée à partir de la fin de l'année dernière, quoi. Et on le voit très bien sur le graphique que tu as bien voulu partager avec nous, c'est qu'il y a près de 60% des transporteurs qui anticipaient fin 2022 une stagnation, sinon une récession de leur volume. Et comme on le disait tout à l'heure, si on devait refaire l'étude aujourd'hui, on se rendrait compte que c'est plus que ça. Tout à fait. Ouais. Impact sur les tarifs, spots contractualisés? Oui, alors sur les tarifs, effectivement, les tarifs contractualisés, les chiffres qui nous étaient remontés par les transporteurs en fin d'année dernière faisaient état d'à peu près des souhaits d'à peu près 6% en termes de hausse, ce qui est assez en phase finalement avec l'inflation, assez en phase finalement avec les chiffres que produit le CNR. Et c'est effectivement des souhaits de révolution tarifaire qui ont été globalement acceptés par les chargeurs sur la fin de l'année dernière. Et au fur et à mesure finalement que l'année se terminait, au fur et à mesure que cette nouvelle année débute, on se rend compte que finalement, même sur les tarifs contractuels, les hausses qui sont acceptées sont moindres que ça. Et parallèlement, effectivement, cette diminution des volumes à transporter qui s'est encore accentuée ce début d'année, se traduit par une chute très forte finalement du prix du marché spot en fait. Essentiellement sur le spot. Qu'en est-il des tensions à venir sur les tarifs contractualisés? Donc globalement, les dossiers qui sont en contrat seraient-ils amenés à être remis en question dans les prochains mois? Alors là, je dirais il y a plusieurs typologies de comportement de la part des chargeurs en fait. On va vraiment avoir certains qui ont bien conscience de l'importance du transport, de son aspect vraiment stratégique au sein des entreprises, et qui sont vraiment dans une situation de vouloir avoir des partenaires extrêmement forts avec leurs transporteurs, et qui, quand bien même dans une configuration qui leur redevient finalement favorable, n'ont pas forcément envie de relancer tout de suite des appels d'offres, de tout de suite vouloir renégocier à la baisse des conditions tarifaires. Et ça, de la part des échanges qu'on peut avoir, ça concerne quand même une bonne partie des chargeurs. Là où d'autres, effectivement, n'hésiteront pas, je pense, dès la fin du premier trimestre, finalement, à recourir à des appels d'offres dans la perspective de revenir à des prix d'il y a 12-18 mois. Alors là, ce qu'on voit, c'est encore une fois un extrait de notre sondage transporteur où on questionnait en fait ceci. Donc on est au dernier trimestre de l'année dernière sur leur chantier prioritaire finalement sur l'année 2023. Et donc on voit sans trop de surprise qu'on a vraiment trois sujets très, très financiers qui arrivent en tête. Et deux sujets très forts effectivement sur la partie client. Donc un sujet majoritaire qui est à l'instar de ce qu'on peut voir côté chargeur, d'approfondir finalement, de développer, de sécuriser le partenariat avec leurs clients. On voit sur 2022 qu'on a notablement plus important en termes de prépondérance de ce choix par rapport à l'année précédente. Mais on voit finalement aussi que les transporteurs sont très intéressés aussi par acquérir de nouveaux clients. Donc, ce qui peut paraître finalement un peu surprenant, mais qui est finalement assez logique par rapport aussi aux prévisions économiques, dans le sens où peut-être qu'en fait ils anticipent quelque part une érosion de leur chiffre d'affaires ISO portefeuille client qui va devenir nécessaire de combler au travers de l'acquisition de nouveaux clients. Et probablement dans des segments transport où le poids des coûts fixes est plus important que dans d'autres, on pense notamment au réseau de colis ou de messagerie, la tentation va être forcément beaucoup plus forte, je pense, de la part des transporteurs d'aller chercher de nouveaux clients. Donc quand bien même finalement les chargeurs ne vont pas remettre massivement des dossiers sur le marché, il y a des initiatives en tout cas qui participeront à des modifications de plans de transport qui pourront être issues finalement des transporteurs eux-mêmes et d'actions commerciales les concernant. Transporteurs qui risqueraient du coup de baisser leurs standards tarifaires, accepter de baisser leurs standards tarifaires pour compenser une baisse de volume. C'est une des possibilités effectivement, ouais. De façon à limiter l'impact finalement de cette dégradation des volumes sur leur chiffre d'affaires. D'accord.
Dans tout ça, du coup, les attentes des chargeurs, parce que partir au commerce, c'est bien, mais concrètement, qu'attendent les chargeurs en 2023? Alors là encore une fois, on s'appuie pour répondre à ce point-là sur un extrait cette fois du sondage chargeur qu'on a pu conduire, où on leur demandait voilà, dans le cadre d'un processus de sélection, c'est quoi les critères les plus importants pour vous. Donc assez logiquement, voilà, on a des fondamentaux. C'est le triptyque qualité de service, niveau tarifaire et puis engagement capacitaire. Donc on voit finalement par rapport aux évolutions récentes, à cette légère détente du marché qu'on a pu voir ces derniers mois, que la partie engagement capacitaire prend un petit peu moins de place. Forcément, avec ce marché haussier tel qu'on a pu le connaître l'année dernière, le poids des tarifs redevient important. Et si encore une fois intéressant de noter aussi sur voilà, vraiment l'écart entre 2022 et 2021, c'est cette demande qui va croissante concernant deux sujets qui sont la décarbonation et la digitalisation. Beaucoup effectivement de transporteurs ont fait état de la prise en compte de ces investissements en fait dans leur velléité de hausse tarifaire en fin d'année dernière. Et on voit bien que ils sont vraiment dans une phase d'accompagnement finalement de demandes qui leur sont formulées de la part des chargeurs. Donc le sujet, il n'est pas nouveau, vous voyez, sur la partie RSE. Hein, l'importance qu'elle prend va vraiment croissante depuis plusieurs années. Et sur la partie digitale, là, on sent aussi, encore une fois, des demandes qui sont plus importantes. Donc, c'est des demandes, effectivement, voilà, en termes de traçabilité, de visibilité, de digitalisation, voilà, de toute la communication entre les chargeurs et transporteurs. Mais c'est vraiment des sujets sur lesquels voilà, les chargeurs sont de plus en plus sensibles. Nous, on organise beaucoup d'appels d'offres pour le compte de nos clients chargeurs et la place que prennent finalement ces paragraphes-là dans les dossiers de consultation, elle est de plus en plus importante. Et les critères sont aussi, leur poids à la fin va également croissant au fur et à mesure des années. Même chose quand on préparait cet entretien, donc en parlant de digitalisation, il y avait un autre graphique qui parlait de la perception des transporteurs quant à leur proposition en termes de digitalisation. C'est vrai que c'était assez marquant puisque je crois que c'était quelque chose comme 80% des transporteurs se disaient digitalisés et pourtant c'est une attente majeure des chargeurs. Donc d'où vient ce décalage selon toi? Je pense qu'on peut vraiment l'interpréter par voilà, là où on met le curseur en fait. C'est-à-dire si on prend l'exemple par exemple de la traçabilité, du tracking par exemple, les transporteurs s'estiment digitalisés parce que voilà, ils ont mis en place des outils de tracking, mais voilà, ça ne va pas couvrir finalement 100% de leur véhicule. Là où le chargeur, lui, ce qu'il attend, c'est avoir quelque chose de très massivement couvert. Donc d'un côté, le transporteur est plus sur voilà, je l'ai fait parce que j'ai mis en place les moyens pour le faire. Là où le chargeur va plus avoir une perception liée au résultat en fait. Et c'est probablement notre interprétation ce qui fait l'écart entre ces deux perceptions. Okay. Merci Luc. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Luc a partagé son expertise, pas mal de data, des sujets qui sont pas tous des surprises qu'on sentait venir, mais qui là sont appuyés, développés. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a des questions? Tu étais particulièrement clair, Luc, merci. Thomas, B2P, acteur digitalisation, décarbonation, des sujets qui te parlent? Alors des sujets effectivement qui nous parlent. B2P n'a pas attendu, je dirais, la demande des chargeurs pour être actif sur ce domaine-là, étant présent depuis maintenant voilà, une quinzaine d'années sur le marché. Donc décarbonation forcément, de par B2P, la bourse de fret, optimisation des moyens de transport. Donc c'est des millions effectivement je dirais, de décarbonation réalisées déjà depuis la création de B2P forcément. Les transporteurs, contrairement à ce qu'on entend parfois, sont une population, on les côtoie tous les jours, qui sont très intéressés effectivement sur cette décarbonation. Ils y sont intéressés depuis déjà bien longtemps. B2P agit bien sûr sur la digitalisation, puisque ça a été la première bourse de fret complètement dématérialisée sur le web. Donc ça fait partie aussi, je dirais, de cette évolution digitale dans le monde du transport. Et c'est vrai que justement, c'est le rôle qu'a souhaité faire évoluer H2P sur les différents produits qui ont été créés par le groupe.
Donc c'est une économie, bien sûr. Il y a une économie financière de par la création de B2P. On estime, c'est une estimation qui avait été faite il y a déjà quelques temps par un président de groupement. L'économie financière, c'était à peu près 750 millions d'euros d'économisés par la profession, puisqu'il y avait, avant la création de B2P, des acteurs en place sur le marché qui coûtaient une petite fortune aux transporteurs. Et la genèse de B2P en a été, je dirais, l'origine. Donc, le but, c'est effectivement de répondre concrètement aux enjeux de la digitalisation et de la traçabilité attendue par les chargeurs. Tout à l'heure, Luc le disait justement, effectivement, les chargeurs aujourd'hui attendent de la traçabilité de leurs prestataires transport. Donc pour ça, le produit GenMove a été créé. Et effectivement, ça amène cette traçabilité, cette amélioration effectivement des plans de transport aussi des chargeurs. Parce qu'effectivement, ayant le suivi de ce traçage entre guillemets de leurs propres marchandises, ils peuvent se permettre d'optimiser leurs moyens de transport. Supprimer les risques majeurs de toute la profession avec les produits JetTrans e-protocole. JetTrans étant un outil de dématérialisation de documents. Vous avez des obligations légales dans le transport que sont l'obligation de vigilance, l'obligation du contrat type transport, en vérifiant les documents de vos prestataires de transport, extrait cabis, licence, assurance et ainsi de suite. Et ça, effectivement, c'était des risques qui pesaient aujourd'hui. S'il avait fallu à l'époque dématérialiser, enfin justement le faire je dirais en papier, en édition et ainsi de suite, c'était des émissions énormes. Aujourd'hui, tout ça c'est complètement digitalisé, en plus de diminuer fortement le risque juridique. Donc c'est important. Également, on a une filiale qui s'appelle PFM, qui gère les palettes échanges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en transport, il y a quelque chose qui perturbe depuis des années et des années, on a toujours connu ça, c'est les palettes échanges, tout le monde râle après, mais c'est toujours là. PFM est une entreprise qui vous permet effectivement d'éviter les kilométrages à vide et de transporter de l'air, c'est-à-dire que mes palettes, au lieu de les transporter 33 palettes de Nantes à Marseille, plutôt que revenir avec 33 palettes vides, je vais les laisser à Marseille et je vais les récupérer à Nantes. Comme ça, j'ai la totalité de mon métrage de plancher pour revenir effectivement à Nantes complètement chargé. Donc là, on parle d'économie, puisque forcément, mon véhicule est plus facilement rempli. Et on a également économisé donc, des millions de CO2, parce qu'effectivement, transporter de l'air, c'est pas très écologique. Donc B2P, la galaxie B2P, un acteur de l'économie du transport, de la digitalisation, de la décarbonation et de la téléportation du coup des palettes. Et par rapport au constat que faisait Luc en introduction, donc un acteur central, plusieurs milliers de clients, concrètement, comment tu traduis à ton échelle les constats qu'a pu faire Aujourd'hui, je vais reprendre les propos de Luc, effectivement. On a connu une année 2022 exceptionnelle, avec une volumétrie sur les bourses de fret, puisque les bourses de fret représentent le marché spot. Ça ne représente pas une grosse partie de l'activité des transporteurs. Mais 2022 a été une année, effectivement, après Covid, qui a été exceptionnelle en termes de volumétrie. On constate effectivement depuis cette fin d'année, dernier trimestre 2022, une forte chute sur le marché de la bourse de fret. Et effectivement, donc aujourd'hui, on est tous les jours sur le terrain. On a à peu près 30 000 clients sur l'ensemble des produits, je dirais, du groupe. Donc les prix spot s'effondrent. Alors même si les prix sur les bourses de fret ne sont pas connus, puisque je dirais c'est de l'échange de gré à gré entre prestataires, commissionnaires et transporteurs, mais effectivement, le ressenti des clients. C'est le ressenti des clients, effectivement, avec un marché du prix spot qui s'effondre, puisqu'on est au niveau bourse de fret un peu le baromètre de l'activité du transport. Forcément, quand il y a peu d'activité, le marché spot forcément s'effondre derrière directement. Les volumétries de dépose de B2P ont été cette année, sur janvier-février, quasiment divisées par 2 par rapport à 2022. Qui était une année exceptionnelle. Je relativise les propos, puisque 2022 était une année vraiment exceptionnelle en termes de volumétrie. Aujourd'hui, sur le mois de janvier-février, on retrouve des volumétries qu'on a connues avant la période de Covid et de pandémie. Donc on est sur un marché plutôt stable. Par contre, effectivement, ce que l'on constate depuis le mois de mars, où généralement cette période commence à remonter en termes de volumétrie, aujourd'hui, pour les transporteurs, malheureusement, on ne constate pas cette forte remontée qui commence à se traduire début mars, avec un mois d'avril et mai qui est très très fortement montant.
pour l'instant, sur les volumétries actuelles, on ne le constate pas. Voilà. Ah, c'est compliqué. On a des problèmes avec la technique. Non, avant, il faudrait revenir en avant, encore, 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 encore. Super, merci, magnifique. Ok, donc est-ce que vous avez des questions à partir de là? Ou pas du tout? Toujours pas? Personne n'a de questions? Je vais essayer de résumer du coup, et peut-être que ça nourrira un peu le débat. Concrètement, ce que je comprends, c'est que on a un marché pénurique, un déficit capacitaire qui nous a permis de concrètement passer des hausses à nos clients et d'argumenter concrètement la renchérissement de nos coûts. La tension sur le capacitaire nous a permis d'accompagner et d'argumenter les hausses de coûts liées au contexte, à un contexte sans précédent. Globalement, de la stabilité, même si on a des inquiétudes à avoir sur quelques inquiétudes à avoir sur les prix du transport contractualisé. En revanche, des prix du spot qui, selon tous les marqueurs, sont en baisse et des volumes qui sont en berne. Je vois quelques transporteurs et têtes connues dans la salle. J'en ai rencontré moi toute la matinée. Globalement, on a une profession qui est un peu inquiète sur la dimension volumétrique qui ne démarre pas sur ce premier trimestre. Des attentes en termes de décarbonation et bon, vaste sujet puisque les transporteurs ne savent pas toujours, et il y a beaucoup de solutions qui sont là proposées, mais les transporteurs ne savent pas toujours où aller, et des attentes fortes en termes de digitalisation. Du coup, dans tout ça, je vais essayer de vous présenter très rapidement Barry et de vous dire comment on essaye d'y répondre. C'est assez difficile sans la truc. Donc Barry, je vous disais, c'est trophée d'innovation l'année dernière au SITL. C'est la rencontre avec Thomas Rohar, avec H2P, avec la profession, qui a fait le choix d'investir dans cette solution pour globalement ouvrir des opportunités commerciales pour les transporteurs. Thomas, en 2 mots, est-ce que tu pourrais résumer qu'est-ce qui a motivé l'investissement dans Barry? Alors, ce qui a motivé l'investissement dans Barry, encore une fois, la volonté d'H2P, c'est d'apporter des solutions à la profession qui peuvent améliorer le mode de fonctionnement vis-à-vis des chargeurs, vis-à-vis des entreprises propres de transport. Et dans l'analyse, la première fois qu'on s'est rencontré effectivement avec Victor, dans la présentation, c'était un moyen effectivement pour le transporteur, d'apporter du chiffre d'affaires aussi à sa société, tout en se protégeant aussi d'une certaine ubérisation, il faut le dire. C'est-à-dire que je reste maître de ma data autant que propriétaire de cet outil. Et il y avait une philosophie qui était à l'origine de B2P, qui était de créer un produit par les transporteurs, pour les transporteurs. Barry ayant été créé par un transporteur, parce que tu ne l'as pas dit Victor, mais tu es à la base quand même transporteur associé avec des liens familiaux. Et c'était quand même une philosophie très très forte, je dirais, dans l'ADN aussi des créateurs de cette entreprise, qui a effectivement poussé H2P à s'intéresser au sujet et à se dire que vraiment il y avait quelque chose à créer et que c'était une très très forte ajoutée pour les transporteurs. Merci Thomas. Donc ouais, en effet, moi avant d'être start-upper, je suis transporteur. Et ces inquiétudes et cette lecture de la tension du jour, ça fait quelques années que j'essaye de les comprendre et de les analyser. Comme je disais en introduction, pourquoi j'ai racheté l'entreprise de mon père et pourquoi j'ai décidé avec mes frangins et pourquoi j'ai décidé de plonger dans cette industrie alors qu'elle est si peu rentable. Et concrètement, comment sortir de là, quoi. Les constats que j'ai faits il y a quelques années, c'est que nos entreprises de transport, souvent, elles ont un portefeuille client peu étoffé, ce qui donne un pouvoir de négociation important aux chargeurs majeurs et nous met en situation de risque, notamment dans des contextes en tension comme celui du jour. Deuxièmement, c'est que notre industrie, elle est très intermédiaire. Près de 60% du général cargo s'opère sur de la sous-traitance en cascade, où le transporteur du dernier kilomètre est souvent le plus pauvre, alors que c'est à lui qu'on demande de s'équiper et de mettre en œuvre
des investissements pour accompagner les ZFE, sujet dont c'était la conclusion de la précédente conférence. C'est aussi un secteur qui manque, qui manque cruellement d'efficacité administrative. Nos entreprises, nos organisations sont encore bien souvent médiévales. On parle de digitalisation et souvent les transporteurs se disent digitalisés. Alors pourquoi les chargeurs attendent autant de digitalisation? Et puis enfin, pour couronner le tout, des délais d'encaissement qui sont particulièrement longs et des difficultés à faire rayonner les savoir-faire de nos entreprises. Bien souvent, un transporteur, il sait faire plein de choses, mais son client ne le sait pas. Et il sait ce que le transporteur, il sait ce qu'il lui confie, il ne sait pas tout ce qu'il sait faire. Alors, quelles opportunités dans ce contexte-là? Moi, l'idée que j'ai eue il y a quelques années, et celle que Thomas a soulignée, celle qui a été accompagnée par la profession et que je fais rebondir avec Luc de temps en temps, c'est une idée toute simple. Comment permettre à nos entreprises de transport de travailler avec des centaines, des milliers, sinon des millions de clients? Si j'ai 1000 clients à 1000 euros, mon client à 1 million, je suis moins en tension dessus. Mais comment m'adresser à ces centaines, à ces milliers de clients, donc en passant à l'échelle, sans atteindre un plafond de verre? On me demande souvent, elle est bien belle Victor ta stratégie, et mon père me disait ça, mon frère m'a dit ça, Victor elle est bien belle ta stratégie 1000 clients, mais ça va coûter une fortune en administration. C'est impossible. Et c'est là où on peut utiliser la puissance du digital. Ce qui a permis au transport privé de passagers aériens de se transformer totalement ces 15 dernières années, c'est l'accès simple, direct, en quelques clics à l'offre. Ce qui a permis de transformer le retail ces 15 dernières années, c'est un accès simple, direct à l'offre multicanal en permanence. Et donc c'est ça, Barry, concrètement, ça permet à n'importe quelle entreprise de transport de transformer son site internet en sa propre plateforme de réservation. Ça permet à n'importe quel chargeur d'avoir un accès direct à un transporteur, en toute simplicité, en quelques clics, de pouvoir créer son compte, réaliser un devis, réserver son transport, le suivre, en évitant le phénomène d'ubérisation dont on parlait précédemment, parce que celui-ci, il semble pas si vertueux que ça, quoi. L'histoire nous l'a prouvé, dans tous les secteurs d'activité qui ont été ubérisés, à la fin, il y a une destruction de la valeur, ou du moins une concentration de la valeur. Notre industrie, elle est faite de savoir-faire régionaux, d'entreprises familiales qui ont un vrai savoir-faire local, qui portent des emplois, des CDI bien souvent, dans 96% des cas. Et l'idée, c'était de permettre à ces gens-là de continuer de travailler et de retravailler leur marge. Alors le marché est-il prêt à la digitalisation? Luc, je crois, il nous y a répondu, mais je voulais partager avec vous quelques stats, quelques indicateurs que je trouve vachement importants. Parce que quand j'ai créé Barry, mon père m'a dit « Victor, c'est vachement bien, mais les clients, ils n'accepteront jamais de payer du transport en ligne. Ils n'accepteront jamais de sortir la carte bleue pour acheter du transport. » Et pourtant, je crois qu'il y a un acheteur sur deux aujourd'hui, tout secteur d'activité confondu, qui appartient à la génération Y. Il y a un acheteur sur deux en B2B qui a moins de 40 ans et qui, comme moi, est sorti de l'école avec un smartphone dans sa poche. On comprend du coup vachement mieux pourquoi les attentes en termes de digitalisation. Près de 80% des décisions d'achat, elles sont basées sur l'expérience utilisateur. Non pas sur l'offre, ni sur le prix, mais sur l'expérience utilisateur. On parle de prix en tension, mais du coup, quelle est l'expérience utilisateur que l'on propose à nos clients? Moi, j'ai fait l'expérience hier. Je devais rentrer de la soirée du transporteur de l'année. J'ai comparé un taxi qui était à 12 € avec un Uber qui était à 15 €. J'ai pris le Uber. Spontanément, dans ma tête, je pensais qu'il était moins cher. En fait, non, il était plus cher. Et bien qu'il soit plus cher, j'ai quand même choisi cette option-là parce que l'expérience utilisateur n'a rien à voir avec celle du taxi. Donc on dit souvent que les prix sont trop bas, que l'offre elle est complexe. Mais en fait, quelle est l'expérience utilisateur que l'on propose aux chargeurs? Notamment à ces centaines, ces milliers de chargeurs de proximité qui ont des besoins de transport et qui trouvent souvent pas ou peu de réponses de la part des transporteurs.
Je voulais partager aussi très rapidement avec vous les résultats d'une entreprise qui s'est digitalisée, qui a mis la digitalisation au cœur de son processus d'achat. En à peine plus de 2 ans, c'est près de 1000 nouveaux clients qui ont fait confiance à cette entreprise. Et c'est de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois qui sont faits maintenant sur le canal digital. Ce transporteur est devenu ce qu'on appelle un click and mortar. Il y avait les brick and mortar, les commerçants en dur qui ont un magasin. Et puis il y a les click and mortar qui ont des magasins mais qui ont aussi une boutique e-commerce. On en fait tous l'expérience. On achète pour nos enfants des cadeaux sur Internet et puis des cadeaux en boutique. On fait un cadeau à notre mère, une bouteille de parfum qu'on achète en magasin ou qu'on achète sur Internet. Et bien, le transporteur aussi peuvent être des click and mortar et disposer d'une boutique e-commerce qui leur permet d'avoir un accès simple, direct au marché. Aujourd'hui, c'est 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise, de cette entreprise, qui est une PME de transport, somme toute classique, située en Gironde, qui est réalisée en ligne. Pour info, Delcé, une marque qu'on connaît tous, qui vend des valises, ils ont mis 15 ans à réaliser 20% de leur chiffre d'affaires en ligne, sur un segment qui paraît pourtant très simple, acheter une valise. Eh bien, acheter du transport sur ces 2 dernières années, ça a permis d'atteindre quasiment la même performance. Dans les 5 prochaines années, 75% des achats B2B seront faits en ligne. Donc quand on parle d'attente en termes de digitalisation, en fait, c'est une vraie opportunité commerciale. Ce n'est pas uniquement une lubie de l'acheteur qui a besoin de traçabilité sur son camion, et ça, d'ailleurs, JetMove y répond très bien. Mais c'est aussi une vraie opportunité pour le transporteur de se démarquer, de proposer autre chose, d'aller chercher d'autres clients et d'utiliser tous les canaux de distribution. Pour quel transporteur? Pour tous, j'ai envie de dire. Barry, on travaille avec tout type de transporteurs. On a des transporteurs qui ont 10 camions, on a des transporteurs qui ont plusieurs milliers de camions. Globalement, ils ont tous un marché, il est local, il est national, il est international. Ils ont tous un métier différent, le colis, la palette, le camion complet, le plateau, le transport exceptionnel. Mais leurs clients ont la même réalité, c'est qu'ils ont des attentes en termes de digitalisation, des attentes en termes de simplification. Et voilà, je voulais montrer un peu la diversité des clients possibles. Je voulais juste conclure parce que du coup j'ai dû faire un peu vite, il me reste 1 minute. En vous remerciant tous les deux d'avoir mis en lumière un peu les tensions qui existent aujourd'hui et d'avoir fait une passe en profondeur pour en fait exprimer que ces tensions-là sont en fait des vraies opportunités. C'est en temps de crise qu'on se transforme. Et c'est pas moi qui le disais, c'est Einstein. Et du coup, il y a plein de startups. Ici, il y a le Trophée de l'innovation, je crois qu'il a lieu demain. Il y a un pavillon des startups. Moi, j'ai eu la chance qu'H2P me fasse confiance, que Thomas ouvre l'œil, tende l'oreille, dise Victor, c'est sympa ce qu'il raconte, et qu'on puisse passer à l'échelle et avancer. Mais il y a plein de startups qui ont plein d'idées en termes de décarbonation, en termes de digitalisation. Et ma conclusion serait sur aller les voir. Ils ont vraiment des choses intelligentes peut-être à faire. Et s'ils n'ont pas 100% de la réponse, aidez-les à aller plus loin comme H2P m'aide tous les jours à aller plus loin pour obtenir une réponse plus concrète, plus complète. Voilà. Merci à vous. Merci.